Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Tyler qui le sponsorise. Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à toi Maxime, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va bien Léo, je suis content de te voir. Eh ben écoute, ouais, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. On a eu la question dans l'ascenseur, est-ce on s'était vu, mais il y a très longtemps, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans en vrai, avant le Covid, donc forcément il y a au moins 3 ans et demi. C'est fou quand même, le temps passe vite. Et ravi aujourd'hui de faire un podcast avec toi. On va parler d'un sujet hyper intéressant aujourd'hui, un sujet que j'adore. Au début, tu m'as dit, quand on a fait la préparation, j'aimerais bien me dire que les recruteurs et les recruteuses sont des mini-CEO. Ouais. C'était un peu le thème que t'as employé. Et finalement, on est parti sur un épisode qui va s'appeler « Ode au métier de recruteur et de recruteuse », ce qui, je trouve, est encore plus beau et qui, en fait, au final, va dire la même chose, mais ça, tu vas me le raconter. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Maxime, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques secondes, 1 minute ? Je te donne 1 minute top chrono. Je vais faire moins. Tu dépasses, tu sors. Franchement, je vais faire moins. Maxime, 33 ans, papa, je suis très fier, d'un petit Augustin qui vient de naître, il a 1 mois. Talent lead chez Alan, qui est un partenaire de santé en France, en Espagne, en Belgique, depuis la prévention jusqu'au post-care, donc le moment où vous sortez de chez le médecin, être remboursé de manière très rapide, avec un service client qui est très efficace et des garanties qui sont très transparentes. Alors tu dis partenaire de santé, pour beaucoup de gens c'est genre mutuelle, et est-ce que moi dans ma vie il y avait un avant et un après Alan, genre c'est vraiment la boîte qui a changé l'expérience de mutuelle. Là d'ailleurs maintenant je ne suis plus chez Alan parce que du coup ma conjointe elle est en CDI et je pleure. Et ça, tu réalises que ton produit il est bien quand tu ne l'as plus, tu réalises à quel point il est vraiment dégueu. Donc ouais, bon de toute façon après je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaît pas aujourd'hui en tout cas Alan, qui l'utilise, pas tout le monde, mais qui ne le connaît pas, il n'y a pas grand monde. Écoute, je te propose de rentrer directement dans notre sujet du jour, et la première partie qu'on a décidé d'avoir ensemble, c'est pourquoi est-ce que le recrutement c'est pas cool. Et donc du coup la première question pour toi c'est comment tu expliques qu'aujourd'hui, même si tu vas peut-être me dire que ça change un petit peu, le recrutement n'est pas aujourd'hui aussi sexy que marketing, sales, tech, product, data, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait que ça fait pas rêver les gens, le recrutement ? En tout cas, j'aimerais que ça change. Mais en tout cas, le décor qui est le mien et mon interprétation, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui font ça par hasard. Même quand j'écoute des podcasts avec des recruteurs américains, ils disent « fell into recruitment ». Vraiment, tous quasiment. Après, c'est des Américains, ils ont parfois des playbooks qui disent la même chose. Mais en tout cas, ils sont arrivés par hasard, ils sont tombés dedans. Et en fait, en France, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a vraiment pas de vocation. Les gens juste voient de la lumière, ils se disent « ça a l'air sympa, j'y vais ». Le deuxième truc, c'est que il n'y a pas de rôle modèle. Il n'y a pas genre de personne qu'on admire. Regarde, c'est ce recruteur, waouh, c'est incroyable, il est si inspirant, j'ai aussi envie de devenir recruteur. Ça, j'en connais pas. Et le troisième truc, c'est que, là, c'est peut-être une opinion qui est un peu contradictoire, en tout cas, qui est pas populaire, c'est que je pense que être recruteur, c'est pas une expertise, c'est pas un métier, c'est un job. Et que ce job-là, on peut le faire en étant moyen. Donc si je mets les trois ensemble, qui est genre je suis là par hasard, je n'ai pas de modèle inspirant qui me drive sur le long terme, et de 3, je peux faire mon job en étant un peu moyen, en vrai ça crée pas de vocation, quoi. C'est hyper dur, là on part sur un épisode hyper dark, où tu commences en disant en effet qu'il n'y a pas de rôle modèle, alors que du coup il n'y a même pas une semaine tu faisais une liste sur LinkedIn de tous les rôles modèles que tu avais sur LinkedIn. Je le fais justement pour montrer qu'il y a des rôles modèles, okay. Et qu'il y a des parcours qui sont inspirants, et quand j'ai construit la liste, que ce soit pour les leaders français et pour les leaders around the world, honnêtement je vois les parcours différents, je vois qu'il y a autant d'hommes que de femmes, je vois qu'il y a des spécialités, il y a le sourcing, il y a la talent intelligence, il y a la diversité et l'inclusion, il y a le recrutement business, le recrutement tech, c'est fascinant. Et il y a des gens qui ont des parcours linéaires, il y a Dave notamment qui est patron du recrutement chez Monzo au UK, qui a fait genre Twitter, Google, Facebook et maintenant qui est chez Monzo, mais des parcours qui sont pas du tout linéaires. Genre on parle de Louise Mouton dans ton podcast, qui faisait
pas du tout de recrutement avant et qui maintenant genre juste est la personne qu'il faut écouter quand elle parle. C'est beau ce que tu dis. Et inversement, du coup, donc toi, tu dis que c'est dommage que ce soit pas du coup une vocation aujourd'hui. Pourquoi tu penses que pour le coup, c'est un des jobs les plus cool qu'on puisse faire? Mais en fait, c'est un job qui est critique, honnêtement. Moi, c'est un job que j'adore parce que j'ai l'impression d'être Didier Deschamps, d'être au bord du terrain et de choisir les joueurs qui vont aller gagner l'Euro, parce qu'ils vont gagner l'Euro, c'est sûr. Une boîte ne peut pas réussir sans personne incroyable pour délivrer et exécuter. C'est critique, en fait. C'est pas possible. Il y a aussi besoin d'argent, il y a aussi besoin d'organisation, de structure, il y a aussi besoin de sales, de marketing, etc. Mais en fait, les sales et les gens qui font du marketing, qui est-ce qui les recrute? C'est les recruteurs, c'est eux qui les font rentrer. Donc on a un job vraiment critique. Il ne peut rien se passer sans les gens qui vont être recrutés. Voilà pourquoi je trouve ça cool. Et après, il y a d'autres raisons un peu soft. Je trouve que mais on va en parler. Hein. C'est un job où il faut être très curieux et ça peut partir dans tous les sens. Et moi, ça me fascine. Trop bien. Et du coup, ce que tu dis, en fait, c'est que c'est un peu la partie initiale de tous les jobs. Sans recruteur, sans recrutement, enfin sans recrutement en général, parce que typiquement, quand tu prends des boîtes naissantes, que ce soit des PME ou des startups, il n'y a pas encore de fonction recrutement, même pas de fonction RH, mais c'est la fonction initiale. Quand tu penses à un entrepreneur, une entrepreneuse, ils créent une boîte, la première chose qu'ils vont faire pour leur croissance, c'est potentiellement recruter. D'où le fait d'être un mini CEO, en fait, en étant recruteur. Ouais. En fait, si je mets un peu de mathématiques là-dessus, et je suis pas très fort en mathématiques, donc peut-être que je vais dire de n'importe quoi, mais en gros, je trouve qu'on est un vecteur de croissance, comme les sales sont un vecteur de croissance, comme les gens qui font du marketing, comme les gens qui font même de la finance, en fait. Et notre objectif, il est d'avoir de l'impact sur le business. Final. C'est pas recruter des gens. Notre objectif, c'est comment est-ce que la boîte atteint les objectifs business. Et toi, ton job, moi, mon job en tant que recruteur, c'est de mettre les bonnes personnes sur les bons sièges pour qu'ils fassent décoller la fusée. Ok. Dit comme ça, en effet, ça donne envie de faire ce job, et c'est un job qui te rend fier, je crois, assez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es content et tu es heureux d'être recruteur? Je reprends la métaphore de Didier Deschamps, qui est quand même heureux de Didier Deschamps. Méga excitant. Surtout qu'il a changé ses dents récemment, donc vraiment, j'aurais aucune raison de ne pas être fier d'être Didier Deschamps. Et ce qui me rend heureux et fier, c'est que il faut être curieux. Et je trouve ça génial d'être payé pour être curieux. Il faut être curieux pour aller rencontrer l'autre en permanence, qui est le candidat. Mais l'autre, c'est aussi le manager qui cherche à recruter. L'autre, ça peut être l'équipe un peu au sens large. L'autre, ça peut être la boîte au sens large aussi. Mais c'est les autres, ça peut être les autres recruteurs, s'inspirer de ce qu'ils font. Et les autres équipes, donc les products, le marketing, les sales. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces équipes-là? Et comment est-ce que ce que je vais apprendre va me servir dans mon job? Ok, donc la curiosité un peu comme comment je dirais, compétence cardinale. Après, tu vas me dire c'est d'accord, mais pour moi la personnalité c'est un trait de personnalité, c'est pas un soft skill. C'est difficile d'apprendre la curiosité. Tu peux devenir plus curieux, mais tu commences quand même avec un avantage ou un désavantage assez fort. Et du coup, c'est un peu une bonne transition vers comment du coup comment tu peux devenir du coup meilleur dans ton rôle, comment du coup tu deviens plus stratégique, notamment en recrutement. Donc tu te disais c'était connaître toi, connaître les autres. Comment justement qu'est-ce qu'il faut pour être un bon recruteur, une bonne recruteuse aujourd'hui? C'est quoi vraiment les compétences phares pour toi, en plus de ta curiosité? Gros silence. J'ai vu qu'Elon Musk faisait parfois des gros silences avant de répondre. Ça marche bien. Hein, ouais. En vrai, il y a deux choses. Il y a un gros concept un peu large que je vais appeler l'intelligence, de vraiment comprendre qui je suis, c'est quoi mes forces, mes faiblesses en tant que recruteur, je parle. Où je vais, donc vraiment mon ambition, comment j'y vais, mon plan. L'autre, c'est quoi l'équipe que j'aide, où est-ce qu'ils vont, c'est quoi leurs enjeux, leurs challenges, et comment est-ce qu'ils y vont, c'est quoi leur plan. Et puis il y a le monde, genre l'économie, comment elle va, la géopolitique, les dynamiques sociales, où est-ce que ça va. Là on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi, on parle aussi beaucoup d'écologie. Au moment où on parle aussi beaucoup de réformes sociales. Et c'est quoi les forces en présence? Quand je parle de forces en présence, c'est quoi les décideurs mondiaux qui influencent les décisions? On regardera la Chine en ce moment, qui est médiateur aussi de pas mal de choses qui se passent en Afrique et au Moyen-Orient. Et tout ça, ça joue, je trouve. Donc l'intelligence, savoir se situer, prendre toutes ces informations-là et les utiliser, c'est un vrai truc. Pour être méga concret,
ce que je raconte là, c'est moi, je suis Maxime Lebras, je suis nouveau dans le recrutement, j'aide une équipe sales, je ne connais rien au commercial, donc j'ai envie d'apprendre. Mon plan, c'est d'aller chercher les chiffres de l'équipe commerciale pour voir si elle performe bien, pas bien, c'est qui les top performers, les low performers, c'est quoi les ressources que je peux lire sur la vente SaaS B2B, parce que moi, ma boîte, elle vend du SaaS B2B. Et après coup, boum, je rencontre l'autre. Coucou, toi, t'es chef de l'équipe sales, machin. Comment est-ce que tu trouves ton équipe ? C'est qui tes top performers ? C'est qui tes performers ? Pourquoi ? Pourquoi vous arrivez pas à performer sur ce segment et pas sur ce segment-là ? Comment est-ce que la structure est organisée ? C'est quoi les erreurs que vous avez faites par le passé que vous voulez plus faire dans le futur ? Toutes ces questions-là, ça positionne d'un point de vue stratégique, à mon avis. Et ça parfait le deuxième élément que je voulais développer et qui est franchement rarement évoqué, je trouve. C'est un truc que j'appelle business acumen. Je crois que c'est le sens business ou un truc comme ça. Ouais. C'est d'aller vraiment rentrer en profondeur OK, je suis recruteur, je regarde l'équipe commerciale, qu'est-ce qu'elle sait faire, comment est-ce qu'elle est organisée. OK, ensuite je regarde l'équipe sales ops, qu'est-ce qu'elle sait faire, comment elle est organisée. OK, je regarde l'équipe product, qu'est-ce qu'elle sait faire, comment elle est organisée. Et comme ça, de découler toutes les équipes et d'aller choper, voler des trucs pour augmenter la pratique, s'améliorer en tant que recruteur au quotidien. Et après, c'est toute une question de par où on commence. Mais... Ok, donc tu dis un peu cette sorte de stage d'immersion, d'un peu des vies ma vie que tu ferais avec des équipes. Une sorte de gradué de programme, si on veut, en accéléré. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de faire ça ? Il y a des gens qui vont dire, mais moi, j'ai pas le temps, on me recrute pour recruter, je me presse, je me précipite. Est-ce que toi, t'as des boîtes que t'as vues où c'était justement pas possible parce qu'une culture qui est pas prête pour ça ? Je pense que je reviendrai vraiment au truc d'intelligence de qui je suis, où je vais, et c'est quoi mon plan, quoi. Et en fait, c'est quoi ma réalité ? Et souvent, la priorisation, elle se fait comme ça. Aujourd'hui, là, mon enjeu, pendant 1 an, je sais que je vais travailler sur des recrutements de l'équipe commerciale. Comment est-ce que je peux faire pour piquer le plus de techniques pour moi, m'augmenter, et pour prendre le plus de contexte possible pour vraiment être pertinent quand je fais mes recos sur leur profil. Ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu me permets de paraphraser, qu'il y a du coup 2 impacts intéressants. Quand tu fais ça, de 1, tu vas gagner la confiance du coup de ces équipes parce que du coup, tu t'intéresses vraiment à ce qu'ils font, donc tu les comprends et tu peux mieux recruter des profils similaires. Et de 2, au passage, le petit truc en mode un peu bonus, c'est que tu vas piquer leur technique et tu les appliques à ton quotidien. Donc en fait, il n'y a que des avantages à faire ça. Exactement. Est-ce que tu verrais un inconvénient à arriver dans une équipe comme ça, à passer du temps avec, à piquer leur technique et à les appliquer au recrutement ou... Je pense que l'inconvénient, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais le frein, la difficulté qui peut être rencontrée par la personne qui tente ça, c'est que c'est pas commun, c'est atypique comme approche, et que du coup, la personne en face va pouvoir réagir, mais en fait, pourquoi tu poses toutes ces questions ? Moi, ce que je te demande, c'est de recruter quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est une réalité encore aujourd'hui, puisque recruteurs ont des variables d'ajustement. En hypercroissance, on recrute plein de recruteurs. La boîte va moins bien. Les premières personnes qui vont venir, c'est les recruteurs. Et en fait, ça n'arriverait pas, ce genre de choses, si on arrivait à se positionner comme des conseillers un peu plus stratégiques. Et je pense qu'aujourd'hui, moi-même et d'autres recruteurs, on est enfermés dans une position de... En fait, je suis recruteur, je suis juste là pour remplir des sièges vides pour aller faire décoller des fusées. Mais vraiment, en fait, la fusée ne peut pas décoller sans toi. Et tu as ton avis à donner sur comment est-ce qu'on construit la fusée. Et tu peux y aller, quoi, vraiment. Est-ce que tu aurais 2-3 astuces à donner pour avoir cette place justement de recruteur-recruteuse stratégique au sein d'une boîte ? Si une boîte qui ne comprend pas qu'on doit avoir une place plus forte, nous avec Élise, on passe notre temps à militer pour que les recruteurs et recruteuses soient au CODIR, au COMEX, ce qui n'est pas le cas dans très peu de boîtes. Souvent c'est des DRH, mais tu as des DRH qui ont été formés au recrutement et tu en as qui ne l'ont pas été, et pour le coup qui ne sont pas les meilleurs porte-parole et les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices du recrutement. Tu aurais des conseils à donner pour comment devenir plus stratégique et arriver justement à un niveau où tu vas gagner la confiance du reste de ton équipe ? Ouais, il faut leur montrer des choses, c'est sûr, il faut leur montrer que ça marche. Et je pense que pour dépasser un peu la première difficulté de perception, il y a toujours ce truc de intake meeting ou briefing où la personne veut
une personne qui a fait une super école et qui en même temps demande pas trop d'argent et qui en même temps va être hands-on et en fait si elle a eu du management avant c'est bien, mais donc les choses ne se réconcilient pas forcément, c'est ce fameux mouton à 5 pattes. Et en fait au lieu de dire ce que je fais moi par exemple encore de temps en temps, c'est pas possible, on va jamais trouver quelqu'un, ça c'est pas stratégique comme réponse. Par contre de dire là tu viens de réduire à peau de chagrin le nombre de candidats potentiels avec tous ces critères et traduire peau de chagrin en chiffres. Tu vois, si tu me dis il a fait une super école et il a une expérience commerciale, là le nombre de personnes potentielles qu'on peut targeter c'est tant de personnes. Tu me rajoutes un critère, on réduit un peu le pool. On en rajoute un autre, on réduit encore le pool. Et d'être capable de mesurer la taille du talent pool à ce moment-là. Là, je pense que les yeux de la personne en face, ça change. Parce qu'il y a une réalité économique, il va prendre conscience du challenge, et on le laisse en position de décider si non, moi je ne bougerai pas mes critères. Parfait. Pas de problème. Moi je suis là pour qu'on bosse ensemble. Par contre, comme c'est difficile, sur quelle timeline on s'aligne. Et donc là, va se poser la question de ok, du coup, on a tant de ressources en place. Je pense que, vu la difficulté du challenge, on peut espérer recruter quelqu'un dans 6 mois. Et pareil, une autre discussion souvent. Non, mais en fait, moi, cette personne, il me faut tout de suite. Ah, mais là, tu comprends bien que c'est quand même tout. Enfin, c'est impossible ce que tu me demandes. Il y a des choses on n'a pas soit on augmente le nombre de ressources, donc toute ton équipe se met à recruter avec nous, soit on réduit la difficulté du challenge. Soit on trouve une autre solution, mais là on fait appel à l'externe, etc. Mais en tout cas, ce genre de discussion-là, basé sur des frameworks, genre de difficulté, rapidité, qualité, etc., permettent d'avoir des discussions qui sont plus stratégiques. Okay. Donc en un mot, c'est vraiment apporter des insights marché, dire non avec une opinion et pas avec un sentiment, et développer cette opinion de manière structurée. Ok. Et du coup, les chiffres un peu comme preuve derrière que tu vas avoir. Et du coup, les chiffres, c'est bien, c'est que tu peux en avoir beaucoup à force aussi d'expérience. Et tu vas pouvoir dire, là, du coup, typiquement, si on continue comme ça et que tu es aussi bloquant sur tel profil, en effet, comme tu l'as dit, tu auras dans 6 mois. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, les profils business, ils parlent avec des chiffres, ils ont besoin de ce genre de KPI. Et quand tu leur donnes, ils t'écoutent. Alors que si tu dis juste, en effet, je suis frustré parce que tu as Tej Martin, ça va pas changer grand-chose, quoi. Et c'est... se mettre à leur place et parler leur langage pour le coup. Ouais. Le marketing a des approches par sprint, ils testent, ils font de l'A/B testing, et faisons de l'A/B testing sur le sourcing. On sait qu'on a un pool de 100 personnes qui répondent à tes critères. Je te propose qu'on en contacte 20 sur ce sprint. Et on aura des premières réponses. Et on aura sur la base de ces messages-là, on va voir si on est performant, on va voir si on corrige pas la campagne, etc. Et variable d'ajustement. C'est la même chose pour les sales. Quand ils partent avec un pitch, genre avec des clients, ils vont très vite avoir des retours clients pour voir la performance du truc. C'est le même mindset. Et la discussion d'un intake meeting un peu difficile avec un manager qui a des expériences, des expectations un peu trop élevées, c'est la même discussion qu'un go-to-market, sales, marketing, Sales Ops, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a ? Est-ce qu'on a besoin de ressources pour aller plus vite ? À quel niveau de qualité on veut délivrer ? C'est la même chose, c'est la même discussion. C'est du pragmatisme en fait, tout simplement. Pragmatisme. Ok, on a ça, comment on fait ? Exactement. Ok. Trop intéressant. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que toi, donc, tu aimais bien emprunter du coup des techniques à différentes équipes. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples de ce que tu vas, appliquer au niveau des opérations, au niveau du marketing, au niveau du product management ? Comment tu fais ça concrètement ? Et des choses que tu aurais soit toi fait, soit vu du coup des membres de ton équipe faire, ou même des gens que tu connais, que tu as rencontrés. Et je te dis, tiens, là, c'est chouette, ils ont pris ça, ils se sont accaparés. Tu aurais 2-3 exemples concrets à nous donner ? Ouais. Le très concret et la vraie tendance qui existe, c'est le growth hiring qui a appliqué plein de trucs au lead generation et plein de hacks, etc. Mais l'évidence, le parallèle évident depuis toujours, c'est le parallèle avec l'équipe sales sur la relation candidat, comment est-ce qu'on construit de la confiance, etc. Le marketing également sur la marque employeur et sur les candidats. D'autres exemples, pour moi, il y a les product managers qui sont très forts sur la définition du problème. Les user researchers sur comment est-ce qu'ils collectent des insights. Pour les recruteurs, ça pourrait être sur les candidats, mais aussi sur la satisfaction des managers. Comment est-ce que vous êtes traité ? Comment est-ce qu'on pourrait vous aider différemment ?
quelles questions on pose. Carole David, dans ses autres podcasts, avait donné pas mal de guidance là-dessus, et j'ai trouvé ça super intéressant sur en fait, les questions. C'est très contre-intuitif. Elle propose de poser des questions fermées et de commencer les questions et de laisser terminer les gens. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai imaginé le truc jusqu'ici, et ça vient du user research, donc c'est super intéressant. Sur l'automatisation, c'est se faire appel à des ingénieurs, essayer de comprendre ce qui est en place et aller chercher des outils no-code pour nous aider à optimiser les process. La Business Ops and Strategy, c'est super intéressant parce qu'en gros, ils font à la fois du forecast de est-ce qu'on a l'équipe sales en place pour aller répondre aux objectifs. Ça peut être la même chose pour l'équipe Talent Acquisition. Est-ce qu'on a assez de recruteurs pour aller répondre à l'objectif? Est-ce que quand on regarde l'attrition, donc le turnover de l'entreprise, est-ce que on est en position bien équipé pour anticiper tous ces départs-là? Est-ce qu'on a un plan de succession pour les gens qu'on anticipe qui vont partir? Et voilà ce qui me vient en tête. On fait des choses. De tout ça, tu aurais un truc que tu aurais mis en place récemment avec une sorte un peu, tu vois, genre un exemple que toi tu aurais appliqué ou quelqu'un de ton équipe aujourd'hui, un truc que tu aurais en tête là sur les derniers mois. Tu te dis tiens, ça on a fait ça, on a mis ça en place, ça a marché comme ça, les conséquences étaient celles-ci. Silence encore. Tu nous refais un Elon Musk. Ouais, on a implémenté quelque chose que j'ai vraiment piqué au business chez Alan. On a des quarterly business review chez Alan. Ok. Pour dire coucou, Q1, on a performé comme ça. J'ai clairement piqué ça et adapté ça à l'équipe recrutement. Et ça se traduit par un point global sur notre performance dans le process de recrutement, étape par étape. Combien de temps passé par étape, combien de conversions par étape, quel est le mix homme-femme dans le process, quel est le niveau de satisfaction des managers internes, même si on n'a pas de manager chez LAN, mais je fais ça ce raccourci parce que c'est nos clients internes. Quel est le niveau de satisfaction de nos candidats? Faire un point global sur tout ça, raccrocher à des North Stars, qui sont globalement: est-ce qu'on embauche vite? Est-ce qu'on embauche bien? Est-ce qu'on embauche pas cher? Entre guillemets, en y passant le moins de temps possible. Dans cette review qu'on envoie chaque trimestre, on a ajouté des insights à la fois marché et des données qu'on a collectées au fil de nos discussions, notamment sur la compensation. Est-ce qu'on est dans quelle percentile on est chez Alan, par exemple. Si on trouve des études intéressantes sur la candidate experience ou des choses comme ça, on les envoie. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait partir au niveau de la compagnie, et l'impact est vraiment assez fort sur les leaders, pour le coup, parce qu'ils disent, en fait, c'est un format qu'ils connaissent, ça descend, c'est un format business, donc le truc est genre dans leur cerveau déjà. C'est un format avec du langage qu'ils connaissent, les North Star Metrics, les KPI et les insights marché. Et c'est un format qu'on a voulu très court et actionnable pour eux, avec à chaque fois des action items qu'on contacte d'un trimestre à un autre. Trop intéressant du coup comme à mettre en place, et curieux de voir s'il y a d'autres boîtes qui font ça. Et ce que tu fais qui est malin, c'est que du coup voilà, tu prends le même langage et le même template, un petit peu le même format que du coup ce que les personnes du business vont comprendre. Ça du coup c'est plutôt malin que de faire un truc à ta manière, et des fois quand les RH recruteurs entre eux font des choses, ça reste très souvent orienté potentiellement plus people et peut-être plus sur des choses qui sont plus théoriques et ou moins de chiffres. Et donc là du coup tu fais l'inverse, tu fais ok, on va être activable, concis, concret, comme du coup la partie business. Ça du coup c'est malin. Ma question pour toi, elle est comment tu fais ça aussi en équipe, quand les gens ont la chance d'avoir une équipe. On a l'excellent épisode avec Adeline où elle explique justement comment elle a construit l'équipe chez Gorgias. Comment tu fais ça à plusieurs? Comment parce que là tu donnes un petit peu ça, quelque chose d'individuel que tu peux faire. Comment tu entraînes tout ce que tu viens de dire au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise même? Alors au sein de l'équipe Talent, nous on a un format, je dirais, qu'on a tous les 2 semaines. D'accord. Qui s'appelle la bowling session. Comme le bowling, genre avec les balles. Comme le jeu de la bowling. Avec les petites quilles et tout. Ok. Et si tu me poses la question de pourquoi ce nom, je te répondrai pour faire des strikes quand tu recrutes. Et même, gros, en vrai, on te donne n'importe quel mot, tu trouves un sens. C'est incroyable. Donc tu les bowling sessions toutes les 2 semaines. Ouais, exactement. Et pour l'instant, c'est un grand mix de... On fait venir une rockstar. On a fait venir Guillaume Lotte, Guillaume Alexandre... Rassam, de ex-Doctolib, now free, de
stars internes, donc D'accord. de gens dans d'autres équipes qui viennent parler de leur job. Donc déjà en product potentiellement, Exactement. en sales, Q&A, marketing. etc. Ok. Et on donne aussi tribune à nous-mêmes, entre guillemets, quand on expérimente des choses, on le montre à toute l'équipe. Récemment, on a montré 1 ou 2 outils d'automatisation Ok. du sourcing. Trop bien. Donc automatisation du sourcing avec des outils, ou c'est un truc à la main, genre avec des make, des Zapier, etc. Ou vraiment plutôt tu mets des outils et tu les implémentes. C'est un outil. Juste un outil, ok. Ouais. En mode, Enfin, j'ai testé ça, voilà la conclusion. Ouais, 2 outils, il y a, je pense, il y a ChatGPT et comment est-ce Ouais. qu'on peut l'utiliser dans le recrutement. Et l'autre, c'est un truc que je peux pas nommer parce que Très c'est bien, très assez bien. confidentiel. Je ne demanderai rien. Mais voilà, juste montrer comment ça fonctionne. Tu me le diras quand il n'y aura plus l'enregistrement. Oui. J'ai promis de pas. Bien sûr. Ça roule. Écoute, trop bien. Donc là, du coup, c'est au niveau collectif. Quand tu tombes du coup à un niveau après individuel, souvent c'est dur d'apprendre des nouvelles choses. Comme tu le sais, hein, l'humain n'est pas fait forcément pour apprendre. Maintenant, moi, dans mon job avec Élise de formatrice, on apprend que c'est un métier à part, la pédagogie, et faire apprendre des choses à des gens, c'est super chouette, super intéressant. Mais des fois, il y a des choses qui sont des bloqueurs. Comment tu fais, toi, pour apprendre des choses, et comment tu proposes à tes équipes d'apprendre des choses? Déjà, il faut être carré sur est-ce que les gens ont envie d'apprendre. Et bien sûr, s'ils n'ont pas envie, clairement, ça ne marchera jamais. Ça, c'est vraiment comme les gens qui vont à l'hôpital et qui veulent pas se faire soigner. Enfin, c'est sûr que ça marchera pas, quoi. D'ailleurs, les hôpitaux refusent les gens qui veulent pas soigner. Bien sûr. Bref, on parle pas de maladie. On parle d'un truc très positif. Donc déjà, c'est d'être carré sur genre ce que j'adorerais apprendre, ce qui m'est accessible, ce dont la boîte a besoin. Je pense que ça, c'est assez important. Si la personne voit genre, dans la minute l'impact de ce qu'elle a appris récemment, je pense que ça ancre le truc à fond. Un peu comme l'ikigai, tu pourrais dire, où tu as plusieurs choses, tu as une sorte de quadrant, il faut que ça mixe plusieurs choses. Donc là, ce que tu as des besoins, ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que les gens peuvent s'apprendre, trop bien. Et moi, je crois vraiment au fait de comité. Enfin, tu vois, genre de s'engager. Au fait de commit, tu vois, de s'engager. Ok, j'ai envie d'apprendre ça. Et comment est-ce que tu sais que tu vas progresser là-dessus, d'aller chercher un métrique, tu vois, genre en particulier. Si je veux être fort en product, écoute, voici les ressources que tu dois lire en product. Tu vois, t'as Lenny Rachitsky, tu suis son Twitter, son Substack, son podcast. T'as Shreyas Doshi, c'est pareil. Ces influenceurs-là, tu lis, tu nous fais une bullying session sur le truc. Tu lis Discovery Habits, qui est un autre bouquin de discovery pour les products, et tu nous fais un résumé, tu nous l'envoies, et voilà. Ok. Donc c'est vraiment genre s'engager, identifier ce que tu as envie d'apprendre, ce qui était accessible, ce dont la boîte a besoin, commit sur un objectif, identifier des metrics qui vont te permettre de dire si oui ou non tu as rempli ton objectif d'apprentissage. Et je pense que c'est largement assez. Après, les ressources sont accessibles. Je pourrais en pointer pour toi après coup sur tous les métiers quasiment, parce que moi je suis un fou de ça, et je cherche en permanence l'inspiration dans les autres équipes. Trop bien. Et qu'est-ce que ça, du coup, sur la théorie, ça paraît joli, ça paraît cool, et tu te dis, avec tous les arguments de Maxime, comment ça se fait que tous les recruteurs et recruteuses de France dans le monde n'apprennent pas en permanence? Est-ce que tu aurais des raisons, des sortes d'objections? Tu sais, en commercial, on parle d'objections. Est-ce que c'est quoi les objections principales aux gens qui ne veulent pas apprendre? Déjà, c'est pas un objectif. C'est-à-dire, t'es pas objectivé dessus par ta boîte. Bonjour Léo, maintenant je te demande d'apprendre des choses. Enfin, personne ne dit ça, tu vois. En tout cas, les recruteurs, on leur dit rarement genre bonjour, t'apprends pas assez, quoi. Donc ça, c'est quand même pas un moteur qui pousse les gens à apprendre. C'est pas mon cas, en tout cas dans mon équipe, je pousse largement les gens à apprendre des nouvelles choses. En tout cas, je trouve que c'est un moyen pour eux d'augmenter leur impact stratégique dans la boîte. Donc vraiment, je mets un point important à ce qu'ils puissent grandir. Je trouve que c'est même kiffant pour eux de se voir après. Parce que je trouve aussi, et ça c'est une croyance, que apprendre c'est souffrir, dans le sens où en fait c'est remettre en cause, c'est être challengé, c'est se retrouver en face de choses dont on ne sait pas, donc il faut refaire l'effort de le comprendre, etc. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens n'ont pas signé pour ça. En fait, les recruteurs, ils ont signé pour recruter des gens, et là on parle d'autre chose quand même. On parle de faire face à des leaders et de leur dire en fait ta stratégie, je l'achète pas. Et jeunes souvent, parce que les recruteurs, recruteuses, tu commences, sinon c'est un premier job dans ta carrière, et tu as 23, 25, 20, disons 30 ans, et tu vas aller dire non à des gens qui ont peut-être le double de ton âge.
Mais c'est crucial. Enfin, ce nom, c'est ça qui positionne, en fait. Ouais. Et c'est ça qui cadre l'échange et c'est ça qui permet le respect aussi. Donc ça, c'est... Voilà. Et le 3, j'en ai un peu parlé, mais c'est dur, en fait, d'apprendre. Donc ça, c'est quand même le 3e frein. Ok. Est-ce que tu penses que tu aurais des conseils, admettons quelqu'un écoute et se dit ouais, moi c'est vrai que c'est le cas, je suis pas objectivé là-dessus, je sais pas dire non, c'est dur d'apprendre, mais comment je peux faire est-ce que tu aurais un conseil à donner sur ça justement, tu vois, comment est-ce que justement je peux aider des gens? Envoyer des messages à des recruteurs pour pouvoir comprendre leur pratique. Envoyer des messages pour des temps de 20-30 minutes avec de temps informel, pas genre formel et performatif avec des équipes métiers pour vraiment comprendre ce qu'ils font, comprendre leurs conneries, pourquoi c'est des conneries, comprendre leur succès, pourquoi ils sont fiers de leur succès. C'est vraiment hyper impactant. En tout cas, nous, on ressort hyper content de nos sessions avec les gens qui sont dans les métiers et qui viennent 30 minutes pour des Q&A chez nous. Faire de ça une routine. Je crois beaucoup à la force des routines. Okay. Genre un par semaine, par exemple. Un par semaine, par exemple. Je crois énormément à ce truc-là. Je crois au fait de se sentir mal parce qu'on n'a pas fait cette chose qu'on s'était dit qu'on ferait. Je crois beaucoup à l'engagement. Tu vois, je m'engage à apprendre là-dessus. Je m'engage à contacter une personne par mois. Et en fait, je suis le premier impacté par cette promesse que je me suis fait à moi-même. Et tu aurais du coup une deuxième chose que tu conseilles aux gens. Donc 1, ils font des routines. 2, qu'est-ce que tu te conseillerais? Je crois au fait de s'engager devant d'autres personnes à faire cette routine. Ok, qu'on appelle du build-in public, notamment sur LinkedIn par exemple. Ouais. Genre tu te dis je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Alors LinkedIn c'est quand même vraiment très intimidant. Oui, parce que bien sûr. Ça fait au vraiment moins tes collègues quoi. Mais un collègue, en fait, tu choisis un duo et tu te dis gros, toi tu vas prendre quoi? Ok, moi je vais apprendre ça. Viens, genre on se met un objectif. Comme le fait d'aller courir et de préparer un semi-marathon. C'est vraiment genre se rendre redevable l'un l'autre, de progresser en même temps. Et ça, je crois beaucoup à ça. De s'engager avec au moins une autre personne qui va être là en juge de est-ce que tu as vraiment avancé sur un truc que tu avais dit que tu ferais quoi. Trop bien. Tu as même un nom là-dessus, j'ai perdu le terme, mais le fait d'apprendre en disant à autrui, donc au moins une personne que tu vas apprendre, ça aide à l'apprentissage. Et c'est quelqu'un qui a théorisé ce nom, ça a un nom, je pourrais t'envoyer ça, je l'ai plus en tête. Avec plaisir. Mais c'est un vrai truc. En effet, plaisir. Ça a été étudié d'un point de vue, il y a eu des études universitaires là-dessus, comme quoi ça marche. Et ça facilite ton apprentissage de t'engager auprès d'autres personnes et de dire tout haut, je vais faire ça à une ou plusieurs personnes. Avant qu'on passe aux 3 questions, qui sont les 3 questions qu'on pose à chaque personne dans le podcast, je sais que tu voulais nous parler d'un film que tu aimes beaucoup et qui était une très bonne conclusion à cet épisode. Sauf si d'ici là tu as quelque chose à rajouter, mais tu pourras en parler en lien avec le film. Mais tu voulais me parler de Moneyball. Pourquoi? Alors, Le Stratège en français. Le Stratège, d'accord. Un film avec un acteur que j'aime beaucoup, qui est Brad Pitt. On ne parle pas assez du génie de cet homme, quand même, je trouve. On parle trop de sa beauté et de son côté un peu parfait, mais bref, c'est un acteur que je trouve incroyable. Il joue un coach de baseball. C'est une histoire vraie. C'est l'une des équipes les plus pauvres du baseball aux États-Unis. Le baseball, comme le basketball, je pense, aux États-Unis, le succès des équipes repose énormément sur le budget qui est lié pour payer les salaires. Et lui, il est clairement à la tête d'une équipe qui a très peu de budget pour payer des super joueurs. Et c'est l'histoire d'une méthode qui est la Moneyball Strategy, qu'il met en place pour recruter des joueurs à bas prix, à fort potentiel, en tout cas des joueurs qui sont très efficaces sur le terrain, que personne d'autre ne voit, et qui vont leur permettre d'aller très loin, jouer contre des équipes qui ont des très très gros budgets, plusieurs années d'affilée. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que je pense que ça incarne assez bien ce qu'on se raconte là. Que le personnage de Brad Pitt, qui est encore une fois un personnage qui existe dans la vraie vie, et qui existe encore d'ailleurs, je crois qu'il est encore patron du club, il a un vrai business sense dans le sens où il est très impliqué dans les négociations pour trader les joueurs. Il y a plusieurs scènes de négociation qui sont assez marrantes. La méthode de recrutement qu'il applique, c'est très basé sur la donnée. Il y a vraiment il y a un logiciel qui crée, c'est basé sur les probabilités, et c'est basé sur les stats qu'ils peuvent récupérer sur les joueurs. Donc tant sur la collecte que l'analyse, que genre les décisions qu'ils prennent, la donnée est présente du début jusqu'à la fin. À ce moment-là, il y a une scène qui est assez mythique
c'est très... c'est des scouts qui ont 50, 60 ans, qui ont 20, 30, 40 ans de baseball dans les pattes, qui pensent avoir tout vu, etc. Et le recrutement est basé sur leurs impressions, ce qu'on dit des joueurs, ce qu'ils ont vu d'un match, parce qu'ils étaient là, ils étaient de bonne humeur, etc. Donc vraiment tout ce qu'on aime sur les biais et sur... Toute ressemblance avec le monde du recrutement serait purement fortuite. Exactement. C'est un film que j'aime bien aussi parce que Brad Pitt est vraiment dans la position de la personne qui dit non. Donc c'est un vrai leader avec des vraies opinions et vraiment la discussion est genre constructive. Fascinant aussi de voir que cette stratégie qui vient du baseball, qui a été relayée par ce film, est présent encore dans la réalité aujourd'hui dans ce club-là aux États-Unis, mais aussi dans un club de foot anglais qui s'appelle Brentford. Super success story aussi pour eux, avec un mec qui a fait fortune dans justement la prédiction des performances de football et qui a clairement racheté son club de cœur pour en faire un succès. Et lui, pareil, budget très limité, décision prise sur la data et un truc que je trouve vraiment très inspirant qui est de dire on va construire une équipe pas de A players, un peu comme beaucoup de boîtes le cherchent, mais on va construire une équipe uniquement composée de B players, mais comme les B players vont être à 100% de leur potentiel, ça va devenir une A team versus une équipe avec peut-être 60% de A players, 40% de B players, mais avec les A players qui vont jouer à 60% de leur potentiel ou 65%, et les B players qui vont peut-être être à 100% ou en tout cas un truc variable, mais potentiellement qui vont être moins performants parce que les A players sont un peu moins performants. Globalement, ce qui arrive au PSG en ce moment, pour ceux qui suivent. Je suis pas sûr que tu sois fan du PSG, Léo, mais bref, voilà. Je suis de loin. Mais voilà, en tout cas, la cohérence de cette stratégie-là et le fait de l'assumer comme un parti pris fort est super inspirant et leur succès est vraiment genre... vraiment beau à voir. Donc en effet, le parallèle est facilement faisable, mais façon avec le monde du sport et du recrutement. Je sais que notre cher ami Robin de Shire Suite appelait son podcast Une équipe qui gagne, pas pour rien, parce que tu as un parallèle qui est très fort avec ça. Ce que je te propose, c'est de passer du coup aux 3 questions finales que je pose à chaque invité. Avant ça, est-ce que du coup tu avais une chose que tu voulais rajouter sur le sujet avant qu'on conclue tranquillement avec ces 3 petites questions? On est bien, on avance. On est bien, allez. Du coup, la première question, c'est très simple. Pour vraiment clore l'épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne aujourd'hui qui recrute? Alors, ça peut être recruteur, recruteuse, ça peut aussi être des managers, des CEO, comme tu dis, donc, des mini-CEO, des dirigeantes de PME. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui recrute aujourd'hui? Plongez-vous dans le sujet de votre interlocuteur. Tombez amoureux des problèmes du business et du métier. Jean-Charles Samuelian Verve, il a lu le code de l'assurance avant de créer Alan. Il a dû se marrer. Il a dû vraiment beaucoup rire. Mais voilà, lui c'est un CEO. Nous les recruteurs, c'est accessible encore une fois d'aller chercher les chiffres business, métier, d'aller poser des questions genre pourquoi c'était des erreurs que vous avez faites, qu'est-ce que vous feriez différemment, etc. Quand vous faites ça, vous descendez dans l'arène, vous êtes avec lui, on est ensemble quoi. Bien sûr. Ok, donc vraiment se mettre, utiliser le côté gladiateur, tu descends et donc du coup t'es plus que Didier Deschamps, t'es un Didier Deschamps qui irait sur le terrain quoi, et qui viendrait remplacer et être son défenseur parce qu'il y a besoin quoi. Non, je suis à côté du terrain parce qu'en fait l'équipe sales, si elle est sur le terrain, je vais pas vendre avec eux. Je pourrais aller vendre avec eux, je pourrais aller faire une session de call. Comme Didier Deschamps, il peut mettre un short et il peut taper la balle sur un match à la fin de l'entraînement. Ouais. Je peux aller faire des calls avec eux genre une après-midi. Fine, ça m'aidera à comprendre la réalité. Mais Didier Deschamps, en fait, s'il comprend pas la réalité de son arrière droite, son arrière gauche, de son défenseur central, de son gardien de but, en fait, le gardien de but, l'arrière droit, ils vont pas l'écouter en fait. Il va rien se passer, il y a rien qui va cliquer. Ok. Donc vraiment, donc être dans la bataille, mais sans pour autant du coup se battre avec. Rester à sa place. Exactement. Trop cool. Deuxième question pour toi. Admettons, tu échoues sur île déserte. Je t'offre un contenu de ton choix. Ça peut être tout ce que tu veux. Du coup, alors tu as déjà parlé de Moneyball. Ça va pas être Moneyball. T'as choix à quelque chose. Ça peut être un film, un livre, une série, un podcast, tout ce que tu veux. Même une personne vivante. Du coup, si tu veux pas être tout seul sur une île déserte, qu'est-ce que tu prends comme contenu pendant cette période-là? Une personne? Tu peux prendre une personne. Je t'autorise une personne. Ça peut être un clown, tu vois. Franchement, c'est sympa. Jacques Chancel. Jacques Chancel qui est animateur télé, radio, qui a pendant plus de 20 ans, il me semble, occupé la scène médiatique avec Le Grand Échiquier et animé une émission de radio qui s'appelle Radioscopie où pendant 1 heure, chaque jour,
sans interruption de publicité, à interviewer les plus grandes personnalités de l'époque, de Jean-Paul Sartre à Dalida, une capacité d'écoute phénoménale, une qualité de question genre complètement bluffante. À chaque fois que j'écoute une interview de lui, je me dis mais qui est cet homme et je trouve que ça recoupe un peu au sujet d'aujourd'hui dans le sens où on dit de lui qu'il pouvait parler de n'importe quel sujet et je pense que c'est peut-être ça aussi une définition de l'empathie, c'est de pouvoir comprendre l'autre sans se fusionner à lui et en restant à sa place. Il ferait du coup un super bon recruteur. Je pense qu'il serait vraiment excellent. En tout cas, moi, il m'a recruté. Et dernière question pour toi, c'est un peu la question parce que j'ai des fois la flemme de faire mon job, tu vois, et comme ça du coup c'est des gens qui m'envoient des invités. Bon, maintenant du coup t'as fait une liste trop chouette que je peux aller piquer, donc je vais pouvoir contacter des gens. Ma question c'est du coup c'est le balance ton tam tam. Donc pour le coup c'est pas négatif contrairement à autre chose, balance ta startup ou autre. La question elle est très simple, est-ce qu'il y a des gens qui pour toi font des choses vraiment chouettes sur le recrutement mais qui n'ont pas assez la parole, qui sont pas assez mis en avant et que du coup tu aimerais voir passer derrière ce micro à ta place? Yes. Avant, je fais un truc d'homme politique, je réponds pas à la question, j'en profite, je prends la tribune pour dire un autre truc. Je prends la main. Tu parles des listes que j'ai fait récemment et publiées sur les talent leaders en France et un peu dans le monde. Raccroché à notre sujet d'aujourd'hui, Folk, qui est l'outil que j'ai utilisé pour faire ces listes-là, ils ont des listes de product leaders, de marketing leaders, de content leaders. Tu t'es inspiré de ça pour faire la tienne ou pas forcément? Ouais, et surtout, en fait, moi, je suis allé là-dedans et j'ai suivi les gens. Parce que ce qu'ils vont raconter, en fait, je suis sûr que je vais pouvoir voler un truc. Bien sûr. Voilà, donc je voulais juste le dire. Trop bien. Sinon, si tu ramènes dans ce podcast Luis Campos, qui est le directeur sportif du PSG actuel, dont je ne suis pas du tout content de son rendu, mais je suis très impressionné de ce qu'il a fait à Lille, Monaco, avec une stratégie de recrutement très très fine et vraiment impressionnante et très efficace, je serais émerveillé de l'écouter échanger. Bon courage à toi. En vrai, si je suis sérieux, moi j'adore Nicolas Saillant. Je suis fan de cet homme et on parle assez souvent de coaching et de recrutement et de qualité d'échange avec les exécutifs. Notamment demain, tu vois, tu te dis, tu parlais de ChatGPT, si demain on a plus besoin de faire des tâches répétitives, le rôle sera plus un rôle d'agent / de coach, et donc ce sera encore plus crucial pour les recruteurs et recruteuses de maîtriser ça et d'accompagner les candidats et candidates jusqu'au bout d'un process. Ok, écoute, bon courage pour moi d'aller chercher Luis Campos en podcast, mais ça pourrait être hyper intéressant. Merci à toi, Maxime. Est-ce que tu as un mot de la fin pour clore cet épisode, ou est-ce que le mot de la fin, c'est juste le recruteur est un mini CEO, ou j'aime mon métier, ou est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour finir l'épisode? Regardez Moneyball. Regardez la scène où il dit we are not selling jeans. C'est une scène assez forte. Regardez le bureau des légendes et allez jusqu'au moment où il parle de recrutement pour un nouveau patron de la DGSE. C'est pour moi en fait des exemples qui illustrent, je pense, ma passion pour le recrutement. Là, je suis en train de vous dire que le recrutement est partout. Je le vois partout. Et je pense que c'est un peu vrai. En fait. Il y a plein de choses qui se passent dans notre monde qui, en fait, raccrochent à des choses qu'on pourrait apprendre et inculquer, importer dans notre quotidien de recruteur, qui est un métier fascinant, un métier de curiosité, un métier de construction de confiance entre des gens qui ne se connaissent pas, que ce soit un candidat et un recruteur et un manager et un nouveau qui arrive dans son équipe. Ok. Donc le recrutement est partout, le recrutement peut emprunter de tout, et pour être bon en recrutement, faut être du coup curieuse ou curieux. Merci d'avoir fait la promo du coup de notre bootcamp, parce que c'est ce qu'on prône depuis un an. Mais très chouette. Merci vraiment d'être venu. Tout ce que tu as dit était super pertinent. J'ai appris plein de choses. J'ai plein de gens à aller voir que du coup tu m'as donné envie d'aller découvrir. J'ai un film à aller voir qui est Moneyball. Je sais, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais du coup je vais découvrir. T'as de la chance. Je vais découvrir avec ça en tête, comme tu as dit. Donc hâte de voir ça. Je te ferai un retour. Merci d'être venu, Maxime. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à très vite. À la prochaine. À la prochaine, Léo. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Myriam, j'ai écouté ce podcast là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande.
Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.